Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier live des Serial Busters. Premier live en direct, tout et tout et tout. Donc je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Mo de la place du milieu qui anime une chaîne YouTube sur le cinéma et qui parle du cinéma. Et je voudrais donc, avant de mettre une grosse calbute à notre homme Marguerite qui fait trop chaud, il fait une température là vous imaginez pas du tout, donc il n'a pas pu mettre son costume, on le pardonne. Par contre d'avoir laissé son portable allumé alors qu'on l'a dit il y a 2 minutes, ça mérite un gros fist fucking. Donc si t'es comme moi, donc hashtag live serial buster et tu proposes des recettes sympas pour le fist fucking de Kevin. Et auquel cas on pourra t'envoyer un petit cadeau après si on a la recette la plus originale pour le fist fucking de ce joli minois. Qu'il est mignon, qu'il est mignon, qu'il est Et mignon. si, comme moi, quand on vous donne un ordre, vous n'êtes pas capable de l'appliquer à la lettre, dites que vous comprenez, soutenez-moi s'il vous plaît, parce que là, commencer un live comme ça, je pense que le patron il va me démonter la gueule après. Moi, je. Et pas que la gueule. Alors avant de commencer sur ce débat qui va être houleux bien entendu et plein de points de Godwin, on va pouvoir faire un petit récapitulatif. Avant tout, Marvel et DC c'est des chiffres. Allez on balance l'animation. Alors avant toute chose, DC contre Marvel en chiffre, le pauvre iPhone. Non, Marvel, c'est déjà à peu près, il me semble, 41 films contre 25 pour DC Comics, ce qui est énorme. Marvel va surtout travailler avec plusieurs distributeurs, Disney, Sony et la 20th Century Fox, alors que DC travaille exclusivement la plupart du temps avec Warner. Ensuite, au niveau des séries, et ben là, c'est même moi j'ai été surpris, c'est DC Comics qui remporte haut la main avec 51 pour 10 contre Marvel. Au niveau des dessins animés standalone, c'est-à-dire des animés seuls, DC Comics a déjà une large avance avec 41 pour 14 chez Marvel. Et puis les séries en développement actuellement, DC en propose 5, alors que Marvel n'en est qu'à 3. Et du coup, ce qu'il faut voir aussi, c'est le nombre de saisons par série qui est intéressant. Savoir que chez DC, on est à 2,6 de mémoire, effectivement, et à Marvel, on est à 1,8 saisons par série. Je vous expliquerai, c'est assez marrant. Il y a vraiment, c'est le double, tout simplement. C'est le double, c'est vrai, c'est une grosse partie. En termes de pilotes annulés, on en a 12 pour DC. Il y a beaucoup de projets qui n'arrivent pas à terme chez DC, contre 2 pour Marvel cette année. Et puis, on va finir sur. On va finir sur. Il n'y a plus rien d'autre à dire, je crois, en chiffres. Dire que Marvel, c'est bien. Et ben, Marvel, effectivement, a beaucoup plus d'impact en termes de chiffre d'affaires, notamment grâce au rachat par Disney, que DC Comics, qui lui a envahi, bien sûr, la télé depuis un petit moment, et un savoir-faire télévisuel que n'a pas encore Marvel, même s'ils ont des grosses pointures telles que Joss Whedon actuellement. Voilà, c'est juste pour vous en mettre un peu en état d'esprit les deux forces en présence. On va commencer tout doucement, il y a des commentaires intéressants. Alors, oui, il y a une question de Kelly Lanois qui m'a demandé ce que je dis son nom, donc Kelly Lanois. Kelly Lanois. DC Comics en force. Et bah justement, on va commencer avec DC Comics cette année. DC Comics qui, attention ta tête, DC Comics qui va proposer cette année, au moins, là il y a déjà 3 séries. Là, il y en avait a 4 tu veux cette dire, année. Par rapport à Flash, Arrow, Flash, Legend Arrow, of Tomorrow, Constantine, Constantine, E-Zombie, E-Zombie, ouais. et on a donc... Parce que Zombie, c'est DC aussi. c'est hein, DC Comics, ouais. Il y a D'accord. beaucoup de choses DC Comics. Alors c'est assez marrant parce que au niveau des séries en développement, il y a beaucoup de choses qui sont identifiées DC ou Marvel et qui appartenaient pas forcément au catalogue à la base. D'accord. Donc c'est assez étonnant, notamment Nightman. Ouais. Il y a des choses apparemment que Marvel préférait cacher, ou DC aussi, D'accord. des séries inavouables. D'accord. Mais pour revenir donc sur DC, cette année, qu'est-ce que tu as pensé de la programmation de DC Comics ? Ah, moi j'ai trouvé que c'était une bonne prog avec Arrow et Flash, surtout l'apparition de Flash en première saison en 2014-2015, là, cette année qui a vraiment surpris tout le monde, du fait déjà d'une part, qui a surpris. Moi ça m'a pas trop surpris dans la mesure où déjà rien que c'est les apparitions de Barry Allen dans la série Arrow ont vraiment montré que c'était un personnage à part entière qu'on voulait explorer en fait. C'est vraiment un monde et un univers qu'il proposait qui était vraiment pas mal et qu'on voulait en fait creuser. Et c'est ce qui a été prouvé directement sur sa première saison, avec vraiment plein de rebondissements en fait, qui en fait arrive à attirer autant les fans de The Flash et un grand public. Donc je trouve que ils ont vraiment fait un bon travail chez DC pour de nouveaux personnages, tout en le faisant collaborer avec The Arrow, quoi. Alors après, c'était juste pour revenir sur tes chiffres. Après, quand on voit qu'effectivement il y a eu pas mal de séries annulées sur DC, on peut voir aussi que par rapport aux chiffres dans l'univers télévisuel, qu'ils ont beaucoup plus tenté
que Marvel. Donc forcément, c'est normal que proportionnellement, qu'il y ait beaucoup plus de séries foirées chez DC, finalement parce qu'ils font le tri, que chez Marvel. Donc, forcément... Alors, il n'y a pas tant de séries foirées chez DC que ça, en fait. Il y a beaucoup de projets qui n'arrivent même pas au stade du pilote. Oui. Qui sont annoncés, qui n'arrivent pas au stade du pilote pour des raisons diverses. Et puis il y a des séries qui ont été... Par exemple, je pensais à Human Target. J'étais très surpris de voir que la série avait déjà été développée, je crois dans les années 90, fin des années 90, et c'est redéveloppé maintenant. Oui, je sais, pour iZombie, c'est Vertigo, hein. Je l'ai vu passer. Oui, c'est Vertigo, mais on va pas commencer à perdre les gens qui s'y connaissent pas forcément avec les autres labels qui sont rattachés à DC, sinon on ne s'en sort pas. Voilà. Bon, j'ai vu une question très intéressante passer au niveau de À ce rythme, une question de Bat Maxence qui ose quand même poser la question. À ce rythme, est-ce qu'on va pas faire une overdose de séries de super-héros? Je te laisse la parole là-dessus. Alors, Bat Maxence, moi je peux me retrouver dans ce que tu dis, puisque moi personnellement, c'est pas un univers qui me touche particulièrement. J'ai pas spécialement d'affinité avec les super-héros et tout ce qui est avec des super-pouvoirs en général. Pour moi, je trouve que c'est toujours un peu attendu. Donc, c'est-à-dire un mec avec des super-pouvoirs qui combat des super-méchants, qui... Ah, je suis en train de... Vous allez avoir un long commentaire avec une longue série de zéro. Plein de zéro. Depuis tout à l'heure, il a le coude dessus, quoi. Donc voilà, un super gentil avec des super-pouvoirs, enfin, super gentil ou pas, hein, qui va séduire une super belle femme dans le film et qui va se battre avec un super méchant et il va gagner bizarrement à la fin. J'ai l'impression d'avoir vu le film déjà, comme je l'ai dit souvent dans la bande-annonce, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tout le film. Il faut savoir que les séries de super-héros sont introduites de façon différente, très différente par rapport aux années 90. Aux années 90, le crossover entre séries, ça n'existait pas trop, il y en avait très peu. C'est-à-dire que même des licences, même des séries en licence étaient assez frileuses là-dedans. Ouais. Je pense notamment à Star Trek, à Babylon 5. Non, ils n'en proposaient pas. Hein. Et ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs, on en trouvait des fois des crossovers sur des séries sur lesquelles on s'y attendait pas du tout. Savoir le Caméléon, par exemple, et Profiler. Ah, ils ont fait... Il y avait 2 épisodes. Là, maintenant, il faut savoir que on peut faire une overdose de séries de super-héros parce qu'effectivement, c'est souvent bâti sur le même modèle. Un héros qui découvre ses pouvoirs ou ses responsabilités et qui les mesure face à un ennemi, son némésis. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus des scénaristes à l'ancienne qui fait ça. C'est-à-dire que les scénaristes qui avaient bossé sur Lois et Clark, les scénaristes qui avaient bossé sur les séries de super-héros, auparavant, je pense, souvent c'était des séries aussi qui étaient vouées à l'échec. Parce qu'effectivement, c'était toujours sur le même modèle. Là, on a été prendre des gens, je pense par exemple à Queseda, à Whedon, on a été prendre des gens qui travaillent dans le comics à la base, et qui ont travaillé ou qui ont fait aussi de la télé, et qui connaissent les codes. Et du coup, qui proposent sur des univers maintenant étendus, des passerelles. Et du coup, ça te permet un peu comme Doctor Who. Pour ceux qui n'aiment pas Doctor Who, je les invite souvent à voir, et ils sont souvent pris, parce qu'ils commencent par une série, et du coup, ils veulent comprendre certaines références, et ils attaquent l'autre série. Et c'est là où ça va devenir génial. Après, il y a un autre traitement de la série de super-héros qui est intéressant, c'est ce qu'a proposé Daredevil en mettant la barre très haute. Ouais. C'est-à-dire un autre traitement qui est assez novateur dans la formule du héros, c'est... On voit vraiment là, le mécanisme qui permet à un super-héros de se créer. C'est-à-dire que ça soit aussi bien physique, moral, économique. On voit que le super-héros doit répondre à des problématiques et au fur et à mesure de son expérience super-héroïque, il se rend compte qu'il n'avait pas pensé à tout. Ouais. Voilà. Deuxième cas de figure qui a introduit Daredevil et qui est absolument génial, c'est finalement de mettre en miroir pas forcément un méchant ultime, mais un méchant qui lui dit dès le début, « Hey gars, on fait exactement la même chose. On est tous les deux hors la loi, on transgresse cette ligne jaune tous les deux, et on a le même but. Qu'est-ce qui nous différencie finalement ? Qu'est-ce qui nous différencie ? Le film de super-héros a ses codes, c'est-à-dire que effectivement c'est un personnage qui découvre ses pouvoirs, qui a, enfin la plupart des super-héros là on le voit sont masculins, donc forcément ils se dirigent vers, là ils sont hétéros, donc forcément c'est une femme qui les attire et qui après effectivement il faut un némésis, un méchant qui est travaillé pour pouvoir effectivement rivaliser avec le super-héros pour lui donner un bon défi. Je pense que voilà, effectivement il y a pas mal de films qui sont prévus jusqu'à 2023, que ce soit DC ou Marvel. C'est une question qu'on vient de poser, Olaf qui vient de poser. Est-ce que justement Marvel va pas trop loin en intégrant l'univers cinéma ? Moi je pense que dans la mesure où c'est un film, c'est un univers qui reste à explorer, c'est un univers aussi, un genre
qui marche, je vois pas pourquoi on devrait arrêter. C'est un genre qui trouve son public. Donc tant qu'il trouve son public et qu'il trouve un plus large public, là on voit que ça a toujours du succès. Il n'y a aucune raison d'arrêter ce genre de film. Après, si ça par contre ça baisse la qualité des films, là on pourra voir si effectivement ça s'étouffe. La question Là, était pour entre l'instant, l'interaction des séries et des films. Est-ce Après, que tu trouves ça l'interaction des- intéressant? moi je pense que voilà, par exemple Agents of Shield, je pense qu'il n'a d'existence que par rapport à Avengers. C'est-à-dire que sans Avengers Et Captain America. voilà, Captain America et Agents of Shield n'aurait pas existé en fait. Tandis que quand on voit la différence de DC qui veut vraiment séparer les deux univers, et ben on voit que effectivement Arrow, Flash et toutes les autres séries qui vont en découler de DC ont parfaitement leur existence avec les films. On va parler 2 secondes de Supergirl. Alors juste, ouais, ok, vas-y, excuse. On parle 2 secondes de Supergirl, Supergirl et du fuitage Le futage, d'épisodes pilotes. entre guillemets, ouais, bah, enfin. De toute façon, Alors- ils ont laissé fuiter Flash, ils laissent fuiter Supergirl aussi. Il est suite Evania. Voilà. Toi, donc, t'as pas de vanne là-dessus, toi? Sur les fuites? J'ai des règles à ne pas dépasser. Oh, bravo, bravo. pas mal. Bravo, 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 C'est bravo. c'est finement joué. C'est pas mal. Ouais. Le seul reproche que je fais à cette série, c'est d'avoir pris un peu le mauvais côté de Flash. C'est dans un premier épisode nous en mettre plein la gueule, tellement que t'as l'impression que t'as raté une saison avant. Ouais, c'est clair que là, ils ont vraiment tout mis d'un coup. On voit déjà tous les étapes hein, de la construction du super-héros, la découverte des pouvoirs. Enfin, il y a déjà une backstory, donc déjà on sait qu'elle maîtrisait, enfin qu'elle les utilisait ses pouvoirs, que ça fait longtemps qu'elle les a pas utilisés. Après, voilà, forcément, donc ça, le premier sauvetage, les premiers doutes, la création du costume aussi. On en avait parlé en plus ensemble Il y a sur une la création logique. du costume, voilà, avec cette logique-là. Effectivement, après la découverte d'un méchant et puis d'une menace pour les épisodes à venir, parce qu'il faut toujours Voilà. en trouver pour les épisodes à venir. Donc voilà. Puis même des intrigues, c'est-à-dire il y Ouais. a un petit côté Smallville dans Supergirl. Ouais. Moi je sais un truc que tu sais pas, Tu sais mais pas, je et vais pas puis, te le dire tout de suite. Tu le sauras Voilà. au dernier épisode de la saison. Juste, monsieur les scénaristes, qu'est-ce que vous n'avez pas compris avec le principe d'identité secrète? Que ce soit dans Flash, Supergirl ou Arrow, la moitié de la ville connaît leur double identité. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris avec ça? C'est vrai que très vite dans les séries. Putain, Supergirl, ils sont déjà 7 à savoir au début. quoi. dès le pilote. Juste l'armée, ils savent tu tous. sais. Non, mais- Arrow, Arrow par exemple, il y a un cheminement, c'est-à-dire que Arrow est venu à révéler son identité parce qu'il n'avait pas le choix. Tu vois, quand on voit avec Deagle, avec Felicity, etc., il n'avait pas le choix de donner ses secrets. Mais quand on voit Supergirl en un épisode, Tu sais, c'est elle genre. l'annonce à tout Non le mais monde. attends, elle le dit à tout comment le elle monde. s'appelle? Elle s'appelle Kara, je crois. Tu sais, Kara, ouais. Bonjour Kara Kara machin, Danvers, voilà, Kara machin. De l'autre côté de la carte, Supergirl. Elle C'est le moi, sait direct. c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Et le pire, c'est. Selfie. Selfie, ouais, non mais non. Et c'est vrai que sur un pilote déjà ils ont mis le budget là-dessus, je sais plus combien ils ont mis, mais ils ont vraiment mis beaucoup d'argent sur le pilote. Et forcément dans un pilote il faut vraiment montrer à fond ce que les gens les gens doivent s'attendre sur une saison. Donc forcément après c'est pour ça qu'ils ont tout mis là-dessus. C'est qu'ils veulent vraiment mettre plein la vue pour Et pouvoir tu vois, promettre là des où, choses, quoi. là où il y a l'hypocrisie quand même, c'est que DC dit oui, les séries, les films, c'est différent. Et quand tu vois Supergirl, l'imagerie utilisée pour décrire les scènes, ou quand elle est petite, elle revoit Superman grand. Ouais. Et pour parler de Superman, ça fait tellement Man of Steel. Oui, c'est vrai qu'on le montre pas. Et même à supposer qu'on Superman sait que- 1. C'est-à-dire le coup de. Elle lui donne la main dans les champs, on dirait Superman 1, quoi, le vieux film avec Christopher Reeves, quoi. C'est vrai qu'en ne le montrant pas, on suppose que c'est Henry Cavill, mais en tout cas après c'est peut-être aussi un parti pris dans la mesure où Superman, Batman sont vraiment les deux héros vraiment emblématiques de DC et de les Wonder Woman. ils veulent vraiment et Wonder Woman, La ils veulent trilogie, vraiment ouais. les rendre, ce sont vraiment des icônes, les trois là, le triptyque là sont vraiment des icônes et les montrer comme ça, ce serait peut-être les dévaluer en fait. La Trinité, Et c'est voilà, la Trinité la Marvel. ouais. Et je Le pense DC, pardon. qu'ils veulent vraiment capitaliser sur vraiment le fait que ces trois personnages sont des icônes et qu'on les montre pas comme ça quoi. Quand on voit par exemple Gotham, Bruce Wayne, on le voit que en Bruce Wayne, on ne sait pas encore qu'il est Batman, on n'en parle pas quoi. C'est vraiment des choses qui ces trois héros, on les garde et notamment en plus pour peut-être partager. Et pour une Gotham fois, on de n'a pas Superman. oublié Gotham, grosse déception. Gotham, franchement, moi je m'attendais vraiment à quelque chose de. Surtout quand on voyait les bandes annonces, ils nous vendaient vraiment un univers de méchants. On voyait l'homme mystère, le pingouin, etc. Je m'attendais vraiment à quelque chose de grandiose et j'ai été un petit peu déçu dans la mesure où j'ai vraiment plus. Ça fait c'est Gang of New York sans le. Gang of New York, ça fait un petit peu aussi. Ça fait c'est une série policière en fait.
ce que dit notre réalisateur, c'est que Gotham, parce que lui c'est un grand fan de Batman, et Gotham pour lui c'est une série style New York Police Judiciaire, NCIS, où on a rajouté des personnages DC Comics pour vous inviter à découvrir ces personnages. Je le rejoins un petit peu. Moi j'ai vite perdu le fil, c'est-à-dire que c'est vite devenu chiant. Et j'ai l'impression aussi que les scénaristes en aperçoivent et rajoutent du casting de malade. En mettant par exemple Morena Baccarin, en mettant... Ils ont eu aussi un autre là, celui qui faisait le... Enfin je sais pas s'il faisait le Joker, mais enfin il fait un descendant du Joker, un truc comme ça. Dans un épisode vers la fin de la saison, enfin vers le milieu de la saison, il y a un épisode où justement on peut voir les origines du Joker. Et ça a vraiment en fait monté les audiences parce que les gens attendaient des personnages iconiques. Et je pense que voilà, ils jouent sur la notoriété de personnages iconiques pour pouvoir relever les audiences de la série. Est-ce qu'après ça va suffire pour faire en sorte que la série Gotham ait un grand succès? Ça, moi j'en doute personnellement, mais après voilà, il faut voir après par la suite ce que ça va donner quoi. Mais Et pour finir là-dessus, Euro, saison 3, est-ce que c'est pas une saison qui commence à s'essouffler? C'est la saison qui est pour moi que j'ai aimé mais que j'ai le moins aimé. Si je devais en choisir, si je devais faire un classement, honnêtement, 1, 2, 3 quoi, parce que je pense que plus ça va. Heureusement qu'il y a des fois, bon après c'est anecdotique que Barry Allen vienne, mais je pense que ils sont un petit peu essoufflés, ils sont un petit peu aussi trop concentrés sur la relation Oliver-Felicity, ils sont un petit peu trop attardés là-dessus, et sur aussi le personnage comment elle s'appelle, de Black Canary, j'oublie tout le temps, de Black Canary, et je pense qu'il commence un petit peu à se souffler là-dessus. Après, quand on voit le season final, que je ne spoilerai pas, ok, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils veulent en venir. Donc après, ça demande d'eux par rapport à la saison 4. On va voir ce qu'ils vont faire par la suite. Hein. Mais c'est vrai que c'est la saison que j'ai le moins appréciée, même si je l'ai regardée quand même de manière assidue. Pour faire rapidement, Flash, très bonne première saison de démarrage. Du fanservice sans trop nous en mettre, des nouveautés, en veux-tu, en voilà. La promesse, et c'est une prophétie, je vous promets que l'année prochaine... On va nous dire qu'il y a la série Green Lantern qui arrive. Pourquoi? Parce que on n'arrête pas de voir la ville Coast City, qui est la ville de Green Lantern. On n'arrête pas de voir des indications des aviations Ferris. Et dans un des derniers épisodes de Flash, un des flics raconte que en ce moment les aviations Ferris sont fermées, il me semble, parce qu'ils ont perdu un pilote mystérieusement. Et tout ça est l'intrigue de Green Lantern. Ce que Marvel arrive à faire au cinéma, DC est en train de le faire en série. Et c'est curieux de voir aussi également que quand on voit finalement que DC n'arrivait pas au cinéma, ils ont réussi à mettre Batman. Oui, Batman, c'est vraiment là en ce moment le seul film qui marche en série, au cinéma. Et contrairement à ça, et à l'inverse, Marvel, qui n'arrive pas encore très bien en série, ont réussi à imposer Daredevil. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une patte DC Comics, c'est plus intéressant. Quand tu vois que Machinima avec Bruce Timm, on parlait tout à l'heure des dessins animés où DC a une avance incroyable. Même si Marvel a tendance maintenant à sous-traiter énormément, c'est-à-dire beaucoup de studios aussi japonais. DC a une avance considérable, et même une avance, on va dire technologique ou médiatique. Là, ils sont en train de produire une série avec Machinima. Une série de 5 minutes, Bruce Timm, qui est le créateur de Batman The Animated Series, il est en train de faire avec Machinima un agrégateur. Le truc, c'est un agrégateur de contenu avant. Complètement. Voilà, ils font une web série animée incroyable. Incroyable, où ils donnent encore une nouvelle vision des méchants, où ils donnent une nouvelle vision de tout ça, quoi. Je trouve que DC là-dessus a un coup d'avance que Marvel panique, quoi. Pour te parler d'Agents of S.H.I.E.L.D., justement, tu vois, il y a des personnages secondaires, et la seule fois où vraiment, moi, enfin personnellement, après ça n'engage que moi, là, au moment où j'ai été intéressé par Agents of S.H.I.E.L.D., c'est quand des personnages issus du cinéma, de l'univers Marvel cinématographique, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à suivre. Quand on a vu, c'est Sif, pas la Javel, donc Sif de Thor, qui... non, voilà, c'était pour j'anticipais. Donc voilà, avec Sif qui est le personnage de Thor, Nick Fury et aussi Cobie Smulders, elle fait l'agent quoi? C'est comment l'agent? L'agent Maria Hill, voilà. Et c'est vraiment ça qui a donné de l'intérêt à la série Agents of S.H.I.E.L.D. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Ce que j'ai l'impression, c'est Buffy au pays de Marvel. Dans la construction des personnages. C'est-à-dire, t'as 2 référents adultes, t'as plein de jeunes. Ouais, voilà. C'est un petit peu un mentor, et puis les autres qui font leur aventure derrière. Le technicien. N'importe quoi, c'est pas gentil. Ouais, mais c'est pas gentil. On va continuer en audio, hein.
Je pense que c'est son dernier jour. Stagiaire de merde. Ah, c'est ça de les recruter en dernière section, c'est que pas. Il y a Valentin. Il y a Florian Lajoie qui propose 1 minute de silence pour tous ces techniciens qui souffrent en silence. Ça a repris, c'est bon. Et puis donc vous êtes de retour pour la suite des 3 frères, hein. Avec un petit hashtag je suis le technicien. Hashtag je suis. On a vu je suis l'homme Marguerite tout à l'heure. Pas mal du tout. Alors on est très content, oula, c'est la joie d'accueillir V pour Valentin. Eh oui, bonjour. Salut. Valentin, est-ce que tu as des choses à nous dire sur cette guéguerre DC vs Marvel? Quel est pour toi justement le distributeur, le producteur qui a mieux réussi à faire fructifier son univers cette année? Je crois que la question se pose pas vraiment. Ah, quoique, cette année, ouais. Cette année, ça reste Marvel de toute manière. DC a ses preuves à faire au niveau du cinéma, en tout cas. Même au niveau des séries, je trouve, parce que même si Flash était plutôt cool, moi j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait sur Flash, beaucoup plus que sur cette saison 3 de Arrow, qui, comme le reste de Arrow, est assez moyen. Marvel a tapé fort avec Daredevil. Qui est au niveau de séries super-héros est vraiment exemplaire en fait au niveau de ils ont mis de la qualité visuelle dans une série de super-héros et c'est vraiment novateur par rapport à toutes les autres séries de super-héros qui se ressemblent autant à Agents of Shield que Arrow et The Flash. Visuellement c'est la même chose en fait, donc voilà, Daredevil frappe fort et donc même au niveau de la télé, je trouve que Marvel a tapé un grand coup cette année. Voilà. Marvel a pas tapé un grand coup où tu veux dire dans l'univers cinématographique ou en série sur Daredevil, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, au cinéma, ils continuent sur leur lancée, en fait. Du coup, ça change pas, ils restent au top. Au niveau des séries, moi, après Agents of Shield, j'ai regardé 2 épisodes de la saison 1, je crois, et c'est tout, quoi. Et ça m'a pas intéressé plus que ça. Apparemment, il y a Schizo officiel qui nous dit qu'on en fait des caisses avec Daredevil. Non, mais enfin, franchement, je trouve pas, parce que, alors après, l'intrigue reste, on va dire, assez classique, enfin, l'histoire reste classique, mais l'intrigue est plutôt bien foutue, c'est comment les personnages évoluent entre eux, comment les épisodes sont construits, et donc, comme je disais, au niveau visuel, il y a vraiment un effort de réalisation digne de, on va dire, non, je sens que le chat va gueuler, mais digne de Game of Thrones, par exemple, dans le sens où Daredevil, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont réussi, même s'ils ne montrent rien d'exceptionnel, c'est une série qui est géniale, tout en montrant des choses sobres en fait, c'est-à-dire des choses classiques. Et en étant classique, en faisant des choses simples, ils ont réussi à toucher un public et ils ont réussi à vraiment à faire des choses vraiment d'une qualité mais vraiment superbe, quoi. Et Daredevil, c'est vraiment le Batman de Nolan du univers Marvel, quoi. C'est un super-héros qui est ancré dans un réalisme incroyable. Les films qui se prend tout le temps, c'est incroyable, quoi. Et puis ils font l'effort aussi de bien traiter les relations entre les personnages et de traiter même les personnages avec un background fort et des comportements qui vont avec leur passé. Enfin, je pense à Wilson Fisk, par exemple. Enfin, moi j'étais sur le cul. Alors je trouvais on me l'a un peu survendu, mais en même temps, tu vois la composition du personnage derrière ça, autant au niveau des scénaristes que de la réalisation et même de l'acteur qui ça se voit, a bossé son personnage. Et ça, tu le retrouves pas dans d'autres séries, quoi, où tiens, tu vas jouer un méchant, ok, je vais avoir un comportement de méchant, je pense à Arrow par exemple. Ou à Supergirl avec le méchant. Voilà, exactement. Super déterminé. Et donc, même dans le fond, pas qu'au niveau visuel, même dans le fond, c'est super travaillé. Et pour une série de super-héros, encore une fois, c'est novateur. Et pour une série tout court, c'est vraiment une série d'un très bon acabit. De balancer comme ça toute la saison sur une plateforme gratuite Netflix. Gratuite, 8 € par mois, c'est pardon, pas sur une plateforme gratuite, excuse-moi, sur Netflix, comme ça directement, toute une saison.
qui laisse le choix donc aux spectateurs de pouvoir tout regarder d'un coup. C'est vraiment quelque chose de vraiment, c'est de pouvoir regarder vraiment une série sans avoir de l'attente toutes les semaines ou quoi que ce soit, sans même attendre pendant 6 mois pour avoir tous les épisodes. C'est vraiment quelque chose de génial qui est vraiment alors je sais pas si c'est novateur, je pense que d'autres l'ont fait avant, mais c'est vraiment de par une série tant attendue et aussi venant de Marvel, je trouve que c'est vraiment un super bon coup. C'était vraiment quelque chose de très bien joué par rapport à Marvel, quoi. Donc c'est ça aussi qui rajoute aussi moi je l'ai vu en un week-end, j'avais déjà tout vu, moi. J'avais déjà regardé toute la saison en un week-end et je trouve que c'était vraiment quelque chose de vraiment génial, quoi. Et les personnages sont super bien développés. Le méchant, joué par Vincent D'Onofrio, il est super. Il est incroyable. Il est super charismatique. Alors après tu dis qu'il est pas fort, il a certains gimmicks, tu vois. Enfin, on voit sa manière de parler, sa manière de se tenir, sa manière de poser toujours son discours, tout ça, etc. Je trouve que c'est vraiment super bien fait et ça a vraiment établi des codes sur le méchant, en tout cas dans Daredevil. Et puis sur ce qu'ils annoncent par la suite, ça va être génial, quoi. Tu penses que DC l'année prochaine va... Enfin, est-ce que tu penses que Marvel va rebondir autre qu'avec John Quesada? Parce que là, il y a sur Netflix, il y a les séries Marvel. Mais c'est John Quesada, quoi. C'est le mec qui a sauvé Marvel dans les années 90. Donc c'est le mec qui a un savoir-faire, qui a un génie. Joss Whedon peine avec son Agent of Shield. Alors que DC Comics, tu sens qu'ils sont en train de te mettre une machinerie, quoi. Avec des téléfilms à la Doctor Who, où t'auras la Justice League of America arriver à un moment, ça, je le vois arriver gros comme une maison, quoi. Ouais, au niveau on va dire de la connexion entre les séries et d'un univers commun à la télé, je suis pas sûr que... Bon, pour Marvel, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas vu les autres séries Marvel, donc je peux pas dire, mais je sais pas s'ils feront aussi fort entre guillemets que DC, qui prévoit pas mal de choses pour son univers télévisuel. Et c'est en ça, je trouve que les séries DC se démarquent des séries Marvel, c'est que ok, c'est un peu plat et c'est pas toujours très cohérent et c'est des séries plus axées ados, on va dire. Mais c'est vachement intéressant de les voir évoluer entre elles, entre Flash et Arrow notamment. C'était vraiment, enfin moi j'ai trouvé les caméos chez les uns et chez les autres super bien foutus, hormis la fin de saison où c'était un peu du nawak, mais bon, on s'en fout. Mais de quelle fin de saison tu parles? La fin de saison fin de saison 3 de Arrow et fin de saison 1 de Flash, du coup, où dans les 2 ou 3 derniers épisodes, t'avais certains personnages allaient dans l'autre série et inversement, sauf que ça collait pas des masses, notamment du côté de Arrow, qui, on va pas spoiler, mais qui t'es pas censé pouvoir... bref, on va pas spoiler. C'était un peu bancal. Après, je crois que à la fin de Arrow, à la fin de The Flash, Barry Allen dit que justement qu'il doit rendre service. Ah non, il dit à Arrow justement, ouais. Il dit ouais, non, Arrow lui dit ouais, de toute façon tu me rendras l'ascenseur ou un truc comme ça, ou bien j'aurai besoin de toi dans le futur. En fait, oui. Mais je sais pas, on spoil comme des gros porcs ou pas? Spoiler time. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, après Spoiler les ouais, après, c'est pas méchant, c'est juste que Flash intervient à la fin de la saison 3 de Arrow, donc dans Arrow, là c'est plutôt logique. Par contre, Arrow arrive après dans la série Flash avec son costume de Ra's al Ghul, et ça n'est absolument pas logique puisque il était pas censé, il était censé rester à Nanda Parbat dans sa forteresse, voilà. Et il y a aucune explication logique en fait à ce que il ait pu se déplacer comme ça. Voilà, c'était ça qui allait pas. Sinon, le reste était plutôt bien foutu. Il y a des répercussions. Il y a des faits qui arrivent dans une série qui ont des répercussions dans la série sœur et inversement, sans pour autant que si tu regardes pas Flash ou Arrow, t'es pas perdu si tu vois pas les deux séries non plus. Enfin, je trouve l'ensemble plutôt bien dosé et c'est en ça que DC se démarque de Marvel, je trouve, au niveau série, quoi. Parce que après tout, Flash et Arrow, ça reste des séries assez plates quand même. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, ils ont réussi à agir intelligemment entre les deux séries. Et justement, j'ai trouvé que dans Flash, dans Arrow, pardon, Flash intervient super bien dans le dernier épisode. Je trouve qu'il est il est super bien introduit par Malcolm Merlyn qui en parle. C'est vraiment, je trouve que chaque personnage, quand ils vont dans une autre série, ils sont introduits de la manière, en fait, par exemple, quand Flash va chez Arrow, on arrive bien à utiliser le langage de Arrow pour pouvoir introduire effectivement Flash. Mais étant donné que les deux séries parlent à peu près le même langage d'un point de vue scénaristique et même au point de vue de l'image,
et ben faire que l'un aille chez l'autre, c'est totalement accepté, c'est totalement cohérent quoi. Exactement, et c'est un chouette effet comics aussi, c'est tout à fait ce qu'on a dans les comics, et Ouais. c'est Ouais. très bien retranscrit au niveau visuel, enfin télévisuel, ce qui est pas une évidence en soi, hein. C'est pas évident de faire ça dans deux séries voilà, qui évoluent côte à côte en parallèle, c'est pas évident d'avoir un esprit comics et un esprit univers partagé dans une série, donc de ce point de vue-là, chapeau quoi. Par contre, le problème, c'est ce qui va arriver après. C'est-à-dire que Legends of Tomorrow, pas de problème, je pense que ça va être assez sympa. Mais au-delà de ça, ils te foutent une Supergirl, ils te foutent... Constantine s'est annulé, mais ils auraient très bien pu la continuer. Ouais. Et pourtant, ces séries qui appartiennent à l'univers DC ne dialogueront jamais avec Flash et Arrow. C'est-à-dire que... Supergirl, c'est pas dit finalement. Hein. Parce qu'ils, Ah ouais Supergirl, ils ont C'est pas le même prévu. showrunner. C'est le même showrunner, ouais, mais ils n'ont pas prévu encore de crossover. Enfin, ils l'ont pas explicitement dit, mais je pense que ça pourrait être Ouais, quand même possible. ouais, mais ouais. pour l'instant, je pense que je sais pas. Pour l'instant, ils ont Moi, ils ont je rien dit pense encore. que tout arrivera quand Green Lantern sera là. Ce sera plus logique, c'est tout. J'y crois pas du tout à une Si, série. ça existe déjà. Ça existe Ah, déjà. si, Ouais, ouais, c'est ouais, déjà, ouais, c'est déjà. Voilà, c'est ça existe déjà, déjà. ça La existe déjà. question, voilà, il intervient au bout d'une heure et demie pour nous demander s'il y aura une version porno de Supergirl. La question, elle existe déjà. Brother l'a déjà fait. Elles sont forts, Ils sont forts, Brother. Eh ben, on te remercie beaucoup pour ton intervention, Valentin. Eh ben de rien, c'était un plaisir, merci à vous de m'avoir invité. Eh ben, avec plaisir, on espère te voir un de ces quatre sur Lyon en vrai. Eh ben pareil, la même. Voilà, menteur. Allez, à toutes. Valentin. Ciao, ciao. Alors, on va bientôt clôturer notre sujet du soir. Parce que nous, on a prévu 2 heures d'émission, on est déjà 1h30 passée. Très simplement, dans les commentaires, vous nous indiquez juste, vous, si vous êtes plus DC, vous êtes plus Flash. Et puis après, pour le prochain live, on compilera les réponses. On n'a pas parlé De Fantastic Four. Alors, petite. Non, Fantastic Four, parce que ça va être un gros bide. En 3 minutes, Fantastic Four, c'est déjà de la merde. C'est ce genre de comics qui aurait dû rester dans les années 70, qui était déjà très bien, et qui essaye de nous réimposer comme Spider-Man, alors que c'est plus actuel. Moi, je pense qu'on le juge déjà avant d'être sorti. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu des libertés sur certains personnages qui étaient enfin, les personnages originaux du départ. En parlant rien que déjà des frères et sœurs Storm, où la fille maintenant devient une fille adoptive de Johnny Storm, qui est effectivement maintenant qui est noire alors qu'il était caucasien au départ. Déjà, tu as des prises de liberté Ça, là-dessus. c'est pas gênant, ça. Ah, le web a été vraiment, c'était vraiment le tremblement de terre hein, dans le web des commentaires, c'est pas fidèle à la BD, etc. C'est une adaptation. Après voilà, il faut pouvoir après avoir un large éventail d'interprétation et effectivement d'adaptation. Mais après le truc c'est que effectivement il y a Josh Trank qui dans Chronicle, je crois que ça n'a pas très bien fonctionné, je suis pas sûr si ça a bien fonctionné quand même ce film là, qui prend le flambeau pour Fantastic Four. On voit qu'effectivement les 2 films là ont pas très bien marché, en tout cas ils ont été détestés par les grands fans. On a vu aussi que Fantastic Four, je sais que dans certaines plateformes VOD les 2 films ont été effacés pour pas effectivement porter une mauvaise réputation du coup à ce film, pour pas lui porter la poisse. Mais après, rien n'indique que effectivement ça va être un mauvais film. On voit qu'il y a des libertés de prise, on voit que ça va être vraiment ça va être par rapport justement au voyage dimensionnel, justement sur d'autres mondes. On va voir ce que ça va donner. Après, comme je le dis, là je vois des acteurs qui sont là au top de leur forme et qui ont accepté le rôle parce que je pense qu'ils ont quelque chose à apporter de plus dans le film. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai bon espoir que ça va être un bon film. Après, on verra. Là, on est plutôt dans une tendance de film aussi de super-héros par équipe. Avengers, là, on a Legend of Tomorrow, on aura justement les Fantastic Four, Gardiens de la Galaxie. Et je pense que là, on est dans cette tendance-là et on va voir si effectivement Fantastic Four peut, lui, répondre à des questions justement à savoir si un film de super-héros en équipe, est-ce que ça peut marcher. Et ils ont prévu également peut-être que Fantastic Four fasse un crossover avec X-Men. Après, c'est pas encore sûr. Ouais, c'est la même Et je boîte. pense pas que en prenant des libertés comme Déjà ça, en comics ça se faisait pas trop, à part dans. J'ai pas trop de je crois que souvenirs. c'est pas l'univers Ultimate qu'ils ont fait ça, un truc comme ça. à un moment. Oui, après t'as souvent Richard Reed qui vient donner Ouais. des coups de main, le scientifique, mais pas Ouais. les autres. Mais après, voilà. Dessus, écoutez, je crois qu'on a clôturé un petit peu, voilà, les gens répondent, Marvel, tout ça. Pour l'instant, il y a 5-4 pour DC.
Très bien, très bien, très bien. Voilà, très très bien. Kevin, tu voulais, toi, ta rubrique à chaque fois dans les Serial Busters, ce sera de nous parler un petit peu de ce que tu as trouvé sur le net, de la série sur le net à suivre. Et ben moi j'ai regardé dernièrement une série qui s'appelle Rick and Morty. Donc c'est l'histoire en fait d'un espèce de grand-père complètement alcoolique, mais complètement savant. Il a une espèce de savoir absolu, il a tout Ça inventé ressemble beaucoup à Doc Emmett Brown dans... dans Retour vers le futur. Et donc c'est... Tu me coupes comme ça là? Non mais dis donc, je sais plus ce que je veux dire. Je te donne un contenu référentiel. Non, et donc il emmène son petit-fils dans des aventures, dans des sacrées aventures en fait. Je pense que, enfin, vous pouvez voir vous-même, vous allez vous retrouver par exemple aléatoirement dans le corps d'un SDF, dans un parc d'attractions. Et l'épisode s'appelle... c'est une parodie de Jurassic Park. Et l'épisode s'appelle... Alors le nom de l'épisode... Enfin, moi, c'est Pancras des Caraïbes, quoi. Ah bah alors il y a une attraction qui s'appelle Pirates du Pancréas. Et en fait c'est une attraction qui est pas très aimée par le personnel du parc d'attractions. Mais comme c'est une attraction qui a été inventée par le doc, faut pas la toucher. Parce qu'en fait le doc faut pas trop l'irriter parce que Il joue ivre. déjà il parle en rotant déjà il parle en rotant, donc si vous avez envie de vous faire roter la gueule. On n'a pas un petit Allez, lui extrait parler. ou... Non, on nous fait un gros doigt d'honneur, donc c'est qu'on alors a parce que rien. si vous avez, s'il n'y a pas d'extrait, ce que je vous conseille d'aller voir, c'est la bande-annonce qu'ils ont fait. Ils ont fait une sorte de mash-up avec les Simpsons qui est pas mal du tout. Crossover. Ouais, c'est pareil. Mashup, c'est en musique. Ouais, bah ouais, moi c'est pareil. Vous comprenez, on va pas commencer à jouer sur les mots là, on n'est pas à l'Académie française. Bah, moi, je voudrais bien jouer sur le mot, mais il est pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord du tout. Oh, En effet, vous l'avez pas vu arriver, On n'est c'est pas à la là. sodomie française. D'accord. Ça va. Je suis... Ah, la petite image ici. Ah, donc voilà une petite Ouais, image de Rick and Thomas. Morty. Trouvé par Vince. Pour parler un petit peu de Morty, le petit-fils, c'est un petit peu le gars faible qu'on a dans notre classe qui parle pas à grand monde, qui est un peu renfermé, qui a un peu peur de tout. Comme disent ses parents, il est spécial. Voilà. Mais il a des parents assez spéciaux aussi parce que le père, c'est pareil, c'est un père qui croit tenir les rênes de sa famille, mais en fait, il tient même pas son pantalon, quoi. Il tient même pas son pantalon, il est ridicule. Vous avez la sœur qui est représentative quand même. On peut dire qui est représentative de l'image qu'on a de la fille Oui, de la américaine. teenager américaine. C'est-à-dire qu'elle est collée à son téléphone. Il y a que l'apparence qui compte, tout ça, et puis elle est pas très futute, hein, elle est jeune et limitée, comme on peut dire. Un peu comme ton ex. Ouais, mais en plus mon ex c'était une pute. Donc C'est en live. Ouais. Donc, bien sûr. mon ex était une pute. Voilà. Ça c'est fait. Grosse pute. On l'a compris. Ah oui, je vais peut-être On l'a m'arrêter. compris. Je vais passer On à a autre chose. compris. Ah. À mon écran maintenant. On se calme. Voilà, oui, mais oui, tu mon cœur. Oui, c'est Adult Swim qui produit ça. Oui, donc ça passe sur Cartoon Network. Hein, donc là, il y a la deuxième saison qui vient d'être lancée le 26 juillet, donc c'est tout frais. Donc c'est carrément d'actualité. Alors, ça va vite. Tu nous conseilles d'aller voir quel film cette semaine Alors cette semaine, bon là il y a Terminator, bon ça après c'est un film que les gens, voilà, c'est les gens que c'est une franchise donc ça va continuer comme ça. Moi ce que je conseille c'est le 22 juillet, je crois c'est le 22 juillet qui sortira le film de La Rage au ventre, un film d'Antoine Fuqua qui a fait notamment The Equalizer, Training Day aussi. Donc c'est l'histoire l'histoire vite fait, donc c'est celui d'un boxeur qui est champion du monde, il a sa femme, c'est sa petite fille qu'il aime plus que tout au monde, il vit de par... Donc là après faut oublier, hein, là on voit qu'il y a Jake Gyllenhaal et effectivement Rachel McAdams, elle est belle tout ça, je pense qu'elle va vite gicler parce que justement dans le film sa femme meurt et ça commence là pour lui la descente aux enfers, il va effectivement commencer à chuter dans les abysses, hein, donc il va même en perdre justement la garde de sa fille qui comptait le plus pour elle et il va devoir se ressaisir pour effectivement en fait regagner la garde de sa fille. Il va devoir reprendre la boxe et il va donc Jake Gyllenhaal va devoir voir un ancien boxeur, un coach, donc joué par Forest Whitaker dans le film, pour en fait redresser la barre justement et redevenir le boxeur qu'il a toujours été auparavant. Donc voilà, donc moi j'aime bien Antoine Fuqua, j'aime bien Jake Gyllenhaal qui est super bon dans la mesure où il s'implique à fond dans ses rôles, comme tout acteur, mais l'ayant vu dans Night Call où justement il se fait maigrir à fond et il joue super bien. Dans Enemy aussi l'année dernière et maintenant dans ce film là où il a eu une préparation de malade pour être le boxeur, pour pouvoir jouer le boxeur, je pense que Southpaw, donc La Rage au ventre qui sort le 22 juillet est un film à voir cet été en tout cas, ça c'est sûr, et un film pour moi en tout cas à ne pas manquer.
Très bien. Et du coup, moi cette semaine, ce que je vous conseille à voir sur Sci-Fi, c'est Dark Matter. Si vous avez aimé à la télé, hein. Si vous avez aimé Stargate Universe, si vous avez aimé un petit peu ce délire aussi de Andromeda, vous allez kiffer cette série. La seule reproche que je fais à cette série, c'est comme toutes les séries actuelles, c'est de vous dévoiler toute l'intrigue dès le premier épisode, quoi. Ça devient relativement chiant, c'est à la mode, mais bon, c'est pas mal. On a que ça à se mettre sous la dent un peu en SF avec Defiance actuellement. Et donc c'est vraiment à voir. N'hésitez pas à partager toutes les autres chroniques. On mettra en lien la chaîne de Mo qui va intervenir de plus en plus avec nous sur pas mal d'autres concepts. L'homme Marguerite revient dans de nouvelles aventures et une chaîne complètement dédiée à sa phase de paix. Et ça va déchirer les mains de sa mère, ça va greffer des vieilles. Ah, les vieilles, leurs rides, elles vont partir. Vous allez voir, vous allez être choqués. Comme les 15 viewers qui nous suivaient ce soir. Et voilà, on revient avec beaucoup de projets. Vous verrez, abonnez-vous aux pages. Abonnez-vous à toutes nos pages. Ouais, je sais, c'est chiant, c'est un clic. Mais vous aurez des infos, vous aurez des photos. Comment tu racoles? Et ben, en fait, moi, mon option au lycée, c'était pute. Et du coup, voilà. Vous pouvez aussi, alors j'ose, pour les gens qui sont sur Lyon, vous pouvez venir participer au live, c'est-à-dire assister au live. La maison est ouverte. Les filles. Non, pas les filles, ça, ils ont l'excité, et puis on a déjà des problèmes avec le juge. À partir de là, vous pouvez assister à l'émission avec nous et participer. Pour la prochaine émission, on mettra en place aussi une adresse Skype où vous pourrez directement participer à l'émission pour nous interpeller, dire qu'on dit des conneries, dire que l'homme Marguerite fait peur, et puis dire que mon camelto vous a fait bander. Voilà. T'as bien fait de dire ça parce que moi je me suis resté bloqué sur les fifis et voilà, t'as exprimé ton... mon dégoût. Donc Brangway, je t'en raterai pas. Et puis voilà. On vous remercie pour être venu. Merci à tous. Merci au réalisateur qui n'est pas qu'incompétent. Il ne se montre pas, mais il est là. Voilà. Et vous pourrez assister au meilleur moment de l'émission très prochainement. D'accord? Des bisous. Et merci à vous pour Valentin. Oui, merci. Voilà. Au revoir. Éteins, Vince.